mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le juge instructeur Annie Fignolet a rendu lundi son ordonnance dans le cadre du dossier d'Arnel Bélisère. L'ancien député et plusieurs autres personnes ont été renvoyées par devant le tribunal correctionnel. Plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont plongés dans le noir depuis plusieurs semaines. Des membres de la population interrogés par Métropole ont exprimé leur colère et leur ras-le-bol. Les spectacles de car wash ou de body wash sont à nouveau interdits sur la voie publique, une décision du parquet de Port-au-Prince. Le dirigeant politique Arnel Bélisère, incarcéré depuis le 29 novembre 2019, devra comparaître par devant le tribunal correctionnel. Le commissaire du gouvernement, Jacques Lafontant, affirme qu'il n'entend pas interjeter appel. Il justifie sa décision par la possibilité qu'une sentence d'emprisonnement soit infligée à M. Bélisère. Selon la législation, la détention illégale peut conduire jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Le chef du parquet de la capitale fait remarquer que les parties civiles, dont l'ambassade américaine, peuvent également interjeter appel de l'ordonnance du juge instructeur. « Je suis en faveur d'un procès équitable », a martelé M. Lafontant, faisant valoir que le procès doit envoyer un signal aux individus impliqués dans les groupes armés. M. Bélisère est accusé de complot contre la sûreté intérieure de l'État et de détention illégale d'armes à feu. Un autre individu, Pierre Kilic, sera également renvoyé par devant le tribunal correctionnel. Par contre, 4 autres compagnons de M. Bélisère pourront être remis en liberté selon l'ordonnance de clôture. Les contribuables devront payer le droit de teinte des pare-brises de véhicules, bien que l'exercice fiscal touche à sa fin, affirme le directeur général de la DGI Morlan Miradin. Toutes les autorisations délivrées précédemment ne sont plus valables, a expliqué le responsable qui était invité ce mercredi à la rubrique Le Point. La loi est dure, mais c'est la loi, a insisté le responsable de la Direction générale des impôts. C'est pas moi-même qui décide pour nous appliquer la loi Kounia là. C'est un décret qui est sorti le 5 juin 2020 qui la loi a décidé pour fiscaliser teinte de véhicule. Si on a un véhicule li t'es teinté déjà ou pas loi pas de rentrer en vigueur yo pas de appliquer le sous ou t'es continuer à jouer mais automatiquement loi entrer en vigueur nous-mêmes nous pas faire loi c'est le ministère des Finances qui va nous une loi pour nous appliquer et que nous pas gagner état d'âme son bagage qui supposé fait avec impartialité. Côté que même le 30 septembre pour me appliquer moi t'ai appliqué le 30 septembre parce que nous-mêmes c'est esclaves de loi que nous y est. Automatiquement une loi sortie yo ba nous pour nous appliquer c'est pas nous-mêmes qui fait la loi c'est pas nous-mêmes qui gain droit gain sensibilité c'est pour nous appliquer loi. Question des teintes de véhicules là sont droits liés. Yo pas de tout le monde pour yo teinter véhicule yo. Sous-estimer que ou teinter véhicule c'est pour une raison de sécurité, pour une raison quelconque qu'on le fait dans l'autre pays, même en la République dominicaine, même au Guatemala. Au Guatemala, moi tout taxi teinté. Moi tout pour ne pas dire même bourrette même est teinté. C'est-à-dire yo permet chauffeur la loi la yo permet chauffeur yo fait. Nous pas demander. D'ailleurs, ça se fait également dans un souci de ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale. Tout le monde intéressé pour eux est teinté
véhicule véhicule, eh bien moi-même, rôle pas moi, c'est tant qui l'ont loi sorti pour m'arriver à appliquer. Effectivement, loi a sorti, au bon m'appliquer dans tout sens li. C'est pas que parce que c'est 2 mois crété, le ou t'as dans circulation, t'es tête et machine pour Wendel. Ou pas de payer pour ça. Parce que pas de bonne loi qui te dit pour te payer pour ça. Si tu as accepté ou même ou bailler un million comme ou tu voulais ou bailler un million comme, mais je veux dire qu'il y a une exigence parce qu'il y a la loi. Donc, moi-même, mon rôle, moi, c'est arrivé, mettez en application ça la loi, dis-moi pour me faire. Des citoyens de la capitale ont exprimé leur position par rapport à la rareté du courant électrique. Certains n'en ont pas eu depuis des mois. D'autres estiment que c'est devenu un produit de luxe. De leur côté, des syndicalistes dénoncent en même temps toute tentative de sabotage des matériels de l'institution et demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ce n'est pas une simple pratique de la vie de ce citoyen, c'est une habitude. Chacun tente de s'y faire sans avoir le choix. Vivre sans électricité fait désormais partie du quotidien des Port-au-Prinsiens, regrette-t-il, tout en affirmant que c'est une honte pour les autorités. Mais là, regardez, Kounia de nos jours, pas d'électricité. Mais comment un être vivant, m'a dit même, capable de vivre sans énergie ça? Et encore, il y a des promesses qui n'ont jamais pu être tenues. Les promesses 24, alors que il y a des zones qui ont un courant depuis 2 mois, 3 mois. C'était un soulagement pour cet étudiant quand il a appris que l'État haïtien avait récupéré les centrales de Vareux. Il s'attendait à une amélioration dans la distribution du courant. Aujourd'hui, il ne cache pas sa déception. Il quitte Sogéné, je venais le tout prendre contrôle qu'on a là Sogéné qu'on a là. Moi je me qu'on est une amélioration dans courant. Moi vraiment je me qu'on presque 24/24. Je te qu'on prendre un jour, non semaine ba ça me qu'on même pas joindre après ça me toujours qu'on joindre. Mais pour le moment là me capable de dire je venais le prendre reine qu'on a là. C'est presque 2 fois capable de nous joindre dans semaine là. Si pour certains, le blackout était la norme et l'exception, c'est d'avoir un peu d'électricité. Pour d'autres, leur calvaire ont commencé avec la nomination de Michel Présumé à cause du mouvement des employés. Ce citoyen a vite compris le problème. C'est pas politiser des agents ou politiser là. C'est pas faire toute bague institution dans le pays à tourner politique. À savoir pour yo nommer un directeur c'est président et laisse ça tout nous capable ouais que nouveau directeur nommé là nous ouais qui des autres qui gagnent pour l'installer et qui problème qui posé. Des citoyens de la capitale ont exprimé leur position en ce qui concerne la rareté de l'électricité. Et comme vient de dire ce dernier citoyen, en ce qui revient au nouveau directeur général nommé à la tête de l'électricité d'État d'Haïti, qu'en est-il de cette institution en ce moment? Justement, ce mercredi, une fois de plus, les protestataires étaient sur pied de guerre et ont érigé des barricades avec tout ce qui pouvait leur tomber sous la main. Rien ne fonctionne et ils sont les seuls maîtres à bord au bureau central de l'EDH. Ce mouvement trouve l'approbation des membres de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'EDH selon le secrétaire général de cette structure. Gilom Jean-Claude le confirme et demande au pouvoir en place de ne pas faire la sourde oreille. C'est rentrer décret, nommer, et font l'autre décret sorti pour nommer, on a arrêté sorti pour nommer l'autre directeur général qui pouvait gérer l'entreprise là. Si le syndicat soutient le mouvement des employés, c'est pour exprimer un trop-plein. Plusieurs points sont sur le feu, notamment le mauvais mazout vendu à l'EDH par l'État haïtien et qui a endommagé des matériels de l'institution. Gilom Jean-Claude et Félix Pierre Michel sont très remontés et exigent réparation. Entrepreneur qu'on a acheté, nous pas connaissons qui s'est passé. BMPAD, finalement, il y a un autre nouveau entrepreneur qui a acheté un nouveau mazout pour nous. Et mazout ça qui a acheté donc lorsque l'arrivée dans l'EDH, dans l'utilisation mazout ça, donc technicien vient révéler à ce que mazout ça c'est lui-même qui a un défaut de fabrique là-dedans qui permet que l'écraser puis injecter dans le moteur. Automatiquement, le président de la République, comme nous toujours dit, qui c'est garant d'après l'article 136 de la loi pays qui pour nous pas jamais qui vous veillez, on a dit qu'il a le prérogative veiller bonne marche entreprise ça.
ouais, entreprise publique. Ça veut dire nous était quoi que le président de la République là, l'attendait la raison. Alors qu'il reconnaît la légitimité du mouvement des employés, le syndicat se positionne contre toute idée que le réseau soit saboté comme l'avaient menacé certains protestataires. Les syndicalistes invitent les autorités à éviter le pire. L'État a une responsabilité. La justice, la police a une responsabilité. Donc le réseau, c'est dans la rue alliée. Nous-mêmes, dans le syndicat, donc nous-mêmes employés, donc nous ne pouvons pas aller dans la rue à dormir. Donc si il y a quelqu'un qui veut saboter le réseau, je pense que l'État doit prendre des mesures contre eux. Des citoyens de la capitale dénoncent, des employés observent un arrêt de travail, des syndicalistes qui corroborent, tout un package qui explique la paralysie des activités à l'EDH. Pour combien de temps, nul ne sait apparemment. La seule condition posée par les protestataires, c'est un autre directeur. Notons que dans l'intervalle, à Pellerin 5, là où habite le président de la République bien entendu, l'électricité se fait rare depuis quelques jours. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le conseil municipal de la Croix-des-Bouquets a procédé le lundi 13 juillet à l'inauguration de la place publique de Bon-Repos baptisée Wowash. Lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, le maire de la commune de la Croix-des-Bouquets, Ronny Collin, a fait remarquer que la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le respect d'une promesse de campagne avant son accession à la mairie. Il annonce que d'autres infrastructures de ce genre seront bientôt inaugurées. Je dis à Nabdi merci d'abord avec la population chrétienne par rapport avec ça comme contribution dans la commune qui permet de nous réaliser un si bel travail comme ça qui se place Wowash, Bon Repos. Et nous disons merci encore parce que je dis à pour nous être capable de réaliser place Wowash là avec contribuable qui l'ont compté pour des bouquets. La même semaine, ça encore, quand nous allons inaugurer place Cesles là. Quand nous avons fait un sous-commissariat, nous avons inauguré sous-commissariat, place Cesles là, nous allons inaugurer la semaine là. Parce que les gens qui ont voté nous, ils ont voté nous pour nous faire au service. Ils n'ont pas voté nous pour nous devenir piller. Ils n'ont pas voté nous pour nous continuer à mettre câble en poche. Ce n'est pas ça qui est important. Parce que je dis à les gens qui votent nous dit merci le fait que vous avez voté nous pour nous donner au service, pour nous donner aux questions de sécurité, pour nous être capable de faire développement dans la commune. Mais c'est malheureux. Ça nous a souhaité faire, nous ne pas arriver à faire vraiment à 100%. Mais quand même, nous ne pouvons pas dire nous satisfaire à 100%. Nous satisfaire un peu. L'été est là et bien là. Et avec l'été déjà de très fortes chaleurs. Nous allons faire un petit tour de la situation météorologique du pays et pour cela, nous avons avec nous notre météorologue maison, Monsieur Rudy Victor. Bonsoir Rudy, bienvenue. Bienvenue, salut Serge. Bon, alors Rudy, est-ce qu'on est dans un été exceptionnel? Qu'est-ce qui marque la situation aujourd'hui? Vous m'avez dit sécheresse dans certaines régions du pays. Des cyclones qui sont là, mais qui ne nous menacent pas encore trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, nous avons un été qui n'est pas vraiment exceptionnel. Okay? Nous avons la situation globale avec la Niña qui se développe sur le Pacifique. En général, lorsqu'on a ce genre de situation, on n'a pas vraiment un été super chaud. Mais la Niña n'est pas encore là. Nous sommes en juillet, c'est un mois où il fait chaud, c'est le mois le plus chaud en Haïti généralement. Et plus que le mois d'août. Plus que le mois d'août, c'est le mois où il fait plus chaud en Haïti. Et naturellement, vous pouvez le constater aussi, ces dernières années, nous sentons la chaleur beaucoup plus. Ok. Et si vous allez sur 10-20 ans, c'est encore... c'est aussi lié avec l'urbanisation sauvage, etc. Donc l'effet de chaleur, tout ça. Mais en juillet, il ne pleut pas beaucoup. Au contraire, cette année, jusqu'à présent, il a plu plus que d'ordinaire. Oui, généralement, il a plu plus que d'ordinaire, surtout sur le centre, même sur l'ouest. Même sur l'ouest, en général, on a eu quelques pluies. Généralement, nous n'avons pas 7 jours de pluie pendant la première quinzaine du mois de juillet. C'est très rare. Et je pense que tout ça est lié à la circulation générale, la ligne qui se développe, les eaux sur l'Atlantique qui sont plus chaudes que la normale. Mais nous avons des zones de sécheresse également sur le pays. Donc ça aussi,
c'est lié à la situation globale avec des anticyclones qui sont un petit peu plus costauds que la normale et donc beaucoup plus de subsidence. Alors la subsidence, c'est l'air qui descend, qui descend, qui s'échauffe, qui assèche les basses couches qui portent de la chaleur. Donc c'est lié à tout ça. Mais c'est juillet, donc c'est normal. Mais Rudy, est-ce que ça veut dire que la Niña nous est plus favorable que El Niño? Cela va dépendre. Si vous prenez, par exemple, disons pour la période hivernale, en parenthèse, on n'a pas d'hiver vraiment en Haïti, l'hiver et le printemps, El Niño peut être plus favorable dans le sens où on a un peu plus de pluie lorsqu'il y a El Niño durant cette période. Mais si vous prenez l'été, c'est beaucoup plus sec. La fin du printemps et l'été sont beaucoup plus secs en période d'El Niño. Et la bonne chose, la bonne situation, c'est que quand il y a El Niño, les cyclones en général n'affectent pas les Antilles, en général, en période de Niño. Alors lorsque vous avez la Niña, il y a une période beaucoup plus sèche, beaucoup plus longue durant l'hiver et le début du printemps. Alors que la période pluvieuse est beaucoup plus proche de la normale ou supérieure à la normale pour l'été, pour l'automne par exemple. Mais il y a beaucoup plus de cyclones aussi avec la Niña. Bon. En parlant de cyclones, où est-ce qu'on en est? Vous m'avez dit qu'il y en avait déjà, qu'on a déjà battu un record. Oui, c'est les 6 perturbations les plus précoces de l'histoire que nous avons. 6. Mais ces 6 perturbations n'ont pas vécu beaucoup de temps. Elles étaient plutôt faibles. Tout ça, c'est lié aux moyens de détection qui sont beaucoup plus sophistiqués actuellement. C'était des tempêtes ou ça a déjà ça n'a pas atteint le stade de cyclone? Non, pas encore. Les cyclones ont atteint des tempêtes. Mais il y en a eu 6. Il y en a eu 6 jusqu'à présent. Donc, c'est comme ça. Et les moyens de détection nous avons sont beaucoup plus perfectionnés. Il y en a et puis les critères du NHC sont un peu plus moins stricts qu'avant. Donc, on a un peu plus de perturbations qu'on nomme maintenant qu'on l'aurait fait avant. D'accord. Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette progression-là continue et qu'il y ait de plus en plus de petites tempêtes qui vont ensuite devenir des cyclones? La vraie saison n'a pas encore commencé. Tout ce que nous avons eu, c'est des systèmes qui sont nés à partir de perturbations, disons, pas purement tropicales. La vraie saison tropicale n'a pas encore commencé. Elle va commencer sous peu, je pense. Parce que l'Atlantique n'est pas encore prêt. Il y a toujours beaucoup de subsidence, beaucoup d'air sec. Mais c'est normal en juillet, mais les ondes se font de plus en plus fortes. Et tous les signaux convergent vers plutôt une saison active, peut-être hyperactive, on ne sait pas encore, avec une menace, je l'ai déjà dit, beaucoup plus élevée pour les Caraïbes, pour tout l'ouest de l'Atlantique. Chose qui ne s'était pas produite depuis combien? 14, 16 ans? Ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de... Mathieu est bien passé dans le bassin des Caraïbes, mais c'est l'exception. Depuis 2007, il n'y a pas eu de cyclone à traverser la mer des Antilles sur toute sa longueur. Donc ce n'est pas une surprise si les cyclones reviennent sur les Caraïbes. Bon, il ne manquait plus que ça. Oui, eh bien, d'accord. Donc finalement, on reste plutôt optimiste ou on se laisse aller un petit peu de pessimisme? Il faut être toujours optimiste, il faut se préparer. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un petit peu plus de pluie qu'à l'ordinaire dans les semaines, dans les mois à venir. D'accord, ça c'est bon pour l'agriculture. Mais il faudra aussi prendre ses précautions et surveiller tout ce qui va se passer parce que, comme je vous l'ai dit, absolument tout ce que je regarde, j'observe, indique que la saison devrait être active et extrêmement dangereuse pour les régions sur l'Atlantique Ouest. Bon, eh bien, puissiez-vous ne pas avoir raison. Je l'espère. Merci beaucoup, Rudy. Merci d'être passé nous voir et d'avoir fait le point donc, sur la situation météorologique de la zone. Jusqu'à présent, c'était pas trop mal, mais d'après ce que vous dites, demain risque d'être un peu plus dur. C'est probable, oui. Merci Rudy, bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Voilà, c'était Rudy Victor, notre météorologue maison, qui faisait le point sur la situation du ciel et comment c'est aujourd'hui et à quoi il faut s'attendre, hélas, pour demain. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.